Que tu as accepté cette petite interview. Tu es donc quelqu'un qui est entrepreneur. Alors j'écorche peut-être le mot, mais je crois qu'on appelle ça une conchyliculteur. Conchyliculteur. Conchyliculteur, c'est-à-dire que tu élèves des huîtres, point de suspension. Conchyliculteur, c'est éleveur de coquillages. De coquillages, donc c'est large. huîtres et moules. Huîtres et moules. Pour nous ici, après à l'extérieur ça peut être... Nous sommes à 7. Donc l'île singulière, et il y a l'étang de Thau, je pense que c'est à l'étang de Thau, parce que moi je ne suis jamais allé sur place, même si j'ai vu des photos de l'endroit où tu travailles. Là par exemple, tu as un associé, souvent tu me parles de ton associé, et j'ai pu noter que tu as pris une ou deux affaires en plus, qui marchent très très bien. Tu m'as même confié que ça a mis du temps pour le mettre en route, donc des efforts. Et moi je vais être clair, dans la mesure où tu embauche des gens, donc tu fais travailler des gens, et bien ça c'est formidable parce que on sait très bien quand même qu'il y a un chômage de masse, on va dire au moins depuis 40 ans, et je pense qu'on est des pays d'Europe qui malheureusement ont le plus de chômage. Donc c'est extrêmement important quand des entrepreneurs comme toi font travailler des gens. Et manifestement, je le dis comme je le pense, je ne suis pas un ethnologue, ni un sociologue, et ni un économiste, mais j'ai bien senti qu'il travaillait volontiers, et je l'ai trouvé même très efficace, puisque je suis allé boire un coup, manger tes productions aux Halles, etc. Donc voilà, moi si je suis intéressé par ce que toi tu fais, c'est notamment parce que tu as évoqué certaines choses, et je pense qu'il serait important que quelqu'un comme toi, qui est donc ce qu'on appellerait un petit capitaliste, petit moyen capitaliste, eh bien, j'aimerais bien que tu me dises déjà, puisqu'on sort de la pandémie, donc le Covid-19, j'aimerais bien que tu me dises un petit peu ce que tu en penses, à la fois humainement, à la fois économiquement, voilà. Qu'est-ce que tu en penses de cette période ? Lorsque ça nous est tombé dessus, ça a été un coup de massue, de toute façon, je pense, comme à tous les Français. Donc, tu entends le président qui te dit du jour au lendemain, vous allez rester à la maison, vous n'allez plus aller au travail. Nous, on a un travail qui est sur un domaine maritime, un domaine naturel. Et on a des animaux, parce que ce sont des animaux, les huîtres et les moules, ce sont des animaux, donc on ne peut pas les abandonner comme ça. Donc, le soir même, j'ai eu un peu une frayeur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que mon élevage va devenir? Et donc le lendemain, j'ai appelé de suite le syndicat professionnel. Le syndicat professionnel m'a dit non, tu es agriculteur, donc tu peux te déplacer librement pour ton cheptel. Parce que c'est un cheptel, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas des pierres qu'on élève, ce sont des huîtres et des moules. Donc tu peux te déplacer pour ton cheptel, et tu peux te déplacer dans toute la France si tu as envie de l'apporter. Au contraire, c'est un aliment, c'est considéré comme un aliment et il faut que les gens se nourrissent. Donc déjà, c'était un poids de moins, de savoir qu'on puisse nous se déplacer un peu comme on voulait. Donc grâce à la nation, donc à la générosité de tous les Français, notre personnel a été pris en charge. C'est pas l'État qui a payé, c'est l'ensemble des Français qui a payé, de toute façon, ou on payera plus tard, parce qu'on s'est endetté. Donc la totalité de notre personnel était pris en charge et on est resté que les deux exploitants, puisque j'ai un associé, à continuer à travailler. Comme on avait notre société, la première société était uniquement basée sur de la production et de la consommation d'huîtres, et en particulier de la consommation sur la dégustation, et comme les gens ne pouvaient plus sortir de chez eux, donc automatiquement, ça fait une chute vertigineuse du chiffre d'affaires. Alors on peut se mettre dans un coin et pleurer, ou essayer de trouver des solutions. On s'est rassemblés, on a essayé de faire une sorte de brainstorming, et donc on a dit on va voir comment on peut essayer de liquider notre marchandise. Parce qu'une huître, tout au long de sa vie, elle grandit. Et une moule, c'est pareil. Lorsqu'on atteint des tailles qui sont trop importantes, on n'arrive plus à les vendre, ou très difficilement. Donc on ne pouvait pas attendre la fin de la pandémie pour dire on va vendre notre stock. C'est pas possible. Donc il fallait trouver un axe de vente. Cet axe de vente, c'est de recontacter des clients qu'on avait donc pendant les fêtes de fin d'année et de leur dire si vous êtes intéressés, on viendra chez vous vendre donc nos produits.
vous n'aurez pas besoin de vous déplacer, si ce n'est pour récupérer donc votre produit. Et comme ça, on a pu donc mettre en place des tournées, pour ainsi dire, sur 4 départements. Et on a pu écouler une grosse partie de notre production comme ça. Moi, je voudrais dire une chose, parce que tu as bien précisé que ce n'est pas l'État, c'est l'ensemble de la nation, évidemment, avec les impôts que nous payons, etc., mais tout. Qui a donc, je dirais, permis de payer ceux qui ne pouvaient pas travailler, etc. Exactement. Moi, je voudrais dire simplement que beaucoup de gens ne s'en rappellent pas, me semble-t-il, mais j'ai assisté moi-même à beaucoup de manifestations, notamment à Paris, et j'ai rarement vu, je suis d'un certain âge, autant de monde. C'était contre la retraite à points, celle qui était la première proposition qu'a faite notre président et ses amis qui sont de son parti et de son mouvement. Et donc, moi, je pense qu'il y a eu tellement de monde dans les manifestations que ça les a obligés à réfléchir. D'ailleurs, Macron a retiré cette première proposition de retraite. Effectivement, selon moi, c'est parce qu'il y a eu énormément de monde. Je dirais à vue de nez qu'il y avait 10 fois plus de monde que les Gilets jaunes dans les manifestations, en gros emmenées par les syndicats, et que donc, c'était peut-être pas possible facilement de mettre les gens, je dirais, sans rémunération dehors, puisqu'ils ne pouvaient plus se déplacer, ils ne pouvaient plus aller au travail, pour des raisons sanitaires, ça c'est clair. Ça, c'est sûr. Voilà, donc ça, je pense que c'est à rappeler. Dans la vie, il y a des rapports de force, chacun essayant de défendre son beefsteak, ses intérêts. C'est normal. C'est tout à fait normal. Non, mais tout le monde doit essayer de défendre sa position. Absolument. Ensuite, il faut que sa position soit compatible avec une majorité de Français, parce que malheureusement ou heureusement, on est une société. Donc une société, c'est-à-dire qu'on vit les uns imbriqués, les uns dans les autres. Notre vie n'est pas, on n'est pas isolé, on ne peut pas vivre isolé. En fait, dans une société, on ne vit pas isolé. Sinon, on se retire dans un coin totalement perdu, sans habitants, sans service, sans rien du tout, et on vit comme il y a très longtemps, quoi, seul. Le fameux mythe de l'homme originaire, comme s'il était mieux que nous. Je ne pense pas quand même. Je ne crois pas, mais on a une société. On peut la faire évoluer pour qu'elle soit au service de l'humain et non plus au service du fric. Ah, parce que tu penses qu'en ce moment, ça en est là. Oui. Justement, à propos de cette pandémie et les moyens qui ont été établis, dis-moi un peu concrètement, toi, comment tu l'as ressenti ? En un mot, comment je l'ai ressenti ? C'est difficile, parce qu'il y a eu tellement de ressentiments. Donc, je t'ai dit, le premier, c'était l'abattement. Le second, c'est d'avoir trouvé une solution, une porte de sortie. Le troisième, c'est de te dire comme ça, on t'aide, parce qu'on a été largement aidés. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on a été largement aidés. Et donc, comment tu peux, toi, retourner la balle à la société, donner le reste à la société. Et donc, c'est d'essayer de voir comment tu peux conserver un maximum tes salariés dans ton entreprise, comment tu peux arriver à leur faire aimer ce qu'ils font. Parce qu'il faut qu'ils aiment ce qu'ils font. Un salarié doit aimer son travail. S'il n'aime pas son travail, il ne peut pas travailler. Enfin, pour moi, c'est normal. On ne peut pas travailler quand on n'aime pas son travail. Et en aimant, comment on peut l'aimer, ce travail ? Bon, il y a bien sûr la rémunération. Donc, dès qu'on peut, on bouge les rémunérations. Dès qu'il y a possibilité, on le voit dès qu'on a un bilan. Là, on est sur la préparation du bilan de 2022. Donc, on a anticipé une partie de la réalisation, puisqu'on a augmenté les salaires de certains de nos salariés, on les a bougés. Donc, simplement, hausse de salaire. Oui, en moyenne, on a bougé à peu près la moitié du personnel, donc entre 15 et 20%. L'autre moitié, on va la bouger d'ici 1 ou 2 mois, puisqu'on a été obligé de le faire en 2 fois, parce que d'accord. Financièrement, c'était un peu trop juste. Donc, et ça, c'est le premier point, c'est la partie financière. Mais l'autre partie, c'est la relation que tu dois avoir avec tes salariés. Tes salariés, tu n'es pas là pour prendre la place du père ou du mari ou du frère, non. Mais tu es là aussi pour les apprécier, donc les aimer, entre guillemets. Si tu n'aimes pas tes salariés, tu ne peux pas travailler avec eux. Moi, c'est mon sentiment. Et si tu les aimes,
si tu leur donnes un minimum d'amour ou un minimum de sympathie, ils vont être dans une situation dans laquelle ils vont pouvoir s'épanouir et donc mieux travailler. Donc tu es gagnant en vérité. En tant que chef d'entreprise, tu es gagnant. Et c'est pas en étant toujours sur le dos de tes salariés, toujours les réprimander, que tu le feras avancer ton entreprise. Ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue et c'est le... Je souris volontiers parce que moi, je n'étais entre guillemets que responsable d'un service. J'ai eu jusqu'à une quinzaine de collègues qui dépendaient, je dis, de moi, puisque c'était moi qui étais le responsable du service. Et franchement, je considère la chose comme toi. Et je pense que c'est motiver les collègues qui fait que, de manière générale, j'ai toujours eu des gens qui travaillaient. Parce que premièrement, moi-même, j'ai une éducation qui faisait que j'étais consciencieux au travail. Et toi, je sens bien que c'est la même chose. Et que donc tu conçois, je vois, avec une sensibilité à peu près similaire à la mienne, le fait de, allez, on va dire, galvaniser les troupes parce que... Oui, tu les galvanises, tu vas leur dire merci, tu vas leur dire c'est bien, tu vas leur dire... Il ne faut pas toujours leur dire t'es nul, non, ça ne marche pas. Bien sûr. Non, tu dis là, tu t'es trompé, là, tu m'as fait n'importe quoi, regarde comment on doit faire, je t'explique pourquoi on fait comme ça et pas comme ça. Et une fois qu'ils le réalisent, ils dire merci, c'est bien ça. C'est bien ce que tu as fait, c'est bien. C'est une conception du travail telle qu'elle devrait être, quoi. C'est normal. Et oui, mais on sent bien que dans le pays... C'est pas une conception, c'est une... pratique aussi. Oui, c'est plus qu'une conception. C'est un état de fait. Si tu es bien dans ton travail, tu fais bien ton travail. Tout simplement. Exactement. Et même tu vas bien volontiers au travail. Et tu vas bien volontiers au travail. Donc tu ne vas pas te mettre en arrêt... comme tu as des fois, on va dire, un peu de complaisance, quoi. D'accord. Alors, tu viens de dire une chose, et moi j'aimerais qu'on soit le plus concret possible. Tu viens de dire, nous avons été aidés, nous, les entrepreneurs, les patrons, par le gouvernement de manière très large. Notre secteur, oui. Oui, mais votre secteur. Est-ce que tu pourrais me le signifier un peu plus concrètement? Je ne demande pas de faire de l'inquisition, mais... Par exemple, est-ce que toi tu pourrais me dire de l'ordre de combien t'a été donné? Et est-ce que tu juges que c'était pertinent? Alors sur la première entreprise, donc c'est-à-dire l'exploitation d'huîtres, vu qu'on avait un point de dégustation, donc considéré comme un restaurant,